Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un domaine qui intéresse beaucoup les chimistes qui, comme moi, travaillent dans l'environnement. J'ai envie de vous parler de la mobilité des polluants, avec un intérêt tout particulier pour le radium. Pour cela, prenons le cas de Brad. Brad, malgré son visage gracieux, est aussi un serial killer. On peut donc tous imaginer que Brad, vu son penchant meurtrier, peut causer de gros dégâts s'il reste en liberté et qu'il a les moyens de se déplacer. Avec une Ferrari, par exemple. En prison, en revanche, son rayon d'action est franchement plus limité. Il ne peut plus être néfaste, il va donc causer de moins gros dégâts pour la société. Vous voyez où je veux en venir? Imaginons maintenant que Brad se trouve être en fait un atome de radium. Et qu'au lieu d'être un serial killer au sens premier du terme, le radium se trouve être en fait un atome radioactif qui peut provoquer de sérieux cancers. Dans le cas bien sûr où il est suffisamment mobile pour se retrouver dans votre alimentation par exemple. Essayons maintenant de comprendre pourquoi le radium, malgré sa dangerosité, est indirectement utile dans notre industrie. Comme pour Brad, comme pour vous et comme pour moi, le radium fait partie d'une lignée, ce que l'on appelle dans notre jargon les chaînes de décroissance radioactive. Vous avez des parents qui ont aussi des parents. Pour le radium, c'est pareil. Son père, c'est le thorium, un autre élément radioactif. Son grand-père, c'est l'uranium. Ah tiens, l'uranium, ça a l'air de plus vous parler. Bah oui, parce que l'uranium, c'est le combustible principal des centrales nucléaires. On en a donc tous besoin à l'heure actuelle, puisque plus de 75% de la production d'énergie en France est produite à l'aide de ces centrales. On retrouve donc notre petit radium pas mal concentré dans les déchets radioactifs que l'on souhaite maintenant enterrer profondément sous terre pour limiter les risques. Mais en cas d'accident, que va faire le radium? Va-t-il rester sur place et ne pas causer de trop gros problèmes, ou va-t-il être plutôt mobile et contaminer une région bien plus importante? Je suis là pour répondre à cette question. Le but de ma thèse est d'étudier la mobilité du radium au sein d'un écosystème. Quand je parle d'un écosystème, on va prendre un cas simple. Vous vous promenez en forêt et vous vous arrêtez sous un arbre. Là, vous regardez le sol. Dans le sol, il y a plein de choses dedans. Des constituants immobiles, des prisons, des constituants plus mobiles, les fameuses Ferrari. J'étudie donc l'affinité de mon radium avec les différentes phases de ce sol pour voir s'il préfère plutôt être emprisonné ou s'il préfère plutôt les compartiments mobiles, les Ferrari. Vous levez ensuite votre tête et vous regardez l'arbre. Pas très mobile, un arbre non. J'étudie donc les différentes parties de cet arbre pour voir s'il peut agir comme une prison géante. Enfin, si vous vous promenez dans cette forêt en automne, vous verrez des feuilles par terre. Ces feuilles, on appelle ça de la litière. Ainsi, une petite partie du radium qui était dans l'arbre arrive à retomber vers le sol, mais que va-t-il faire après? Va-t-il prendre une Ferrari et se carapater, ou va-t-il rester enfermé dans le sol? Je suis là pour répondre à ces questions. On dirait bien que la boucle est bouclée, non? Cette boucle, on appelle cela le cycle biogéochimique. Et c'est celui du radium que j'essaie de déterminer pour notre santé et notre sécurité. Merci.